Tu disais qu'il y avait une sorte d'idéalisation du passé chez Oui, Charles aussi. oui, je pense. Il y avait une assez forte idéalisation du passé. C'est dans cette mesure d'ailleurs qu'il pouvait très facilement s'identifier à des gens comme Andriy Zafichin, etc. Parce que eux-mêmes idéalisaient fortement le passé. Mhm. Et c'était des romantiques. C'était des romantiques. Voilà. Je pense qu'il y avait une passion romantique pour sa culture. Il y avait un intérêt très fort pour la vie paysanne et le sentiment que, au fond, sous le vernis urbain et bourgeois, il était encore très aisé d'atteindre l'art populaire et le génie populaire. Je crois que, en particulier, il aimait aller à la campagne, ça tu le sauras mieux que moi. Il aimait se trouver à la campagne. En tant que scout, d'ailleurs, il avait pas mal circulé dans les campagnes. Mais ensuite, quand il est parti vers une carrière politique, il aimait beaucoup aller à Tiranoumandid. Il aimait sortir de la ville. Ah oui, il aimait ça énormément. Et jusqu'à la fin. oui, il marchait beaucoup. Oui, il marchait beaucoup. Ouais. Alors, il parlait d'Andriy Ampounimern comme si c'était son contemporain, et de ses femmes également, comme s'il les voyait tous les jours en Bouidzanaka. Bon, ceci c'est parce que la campagne Merne est marquée de tellement de pierres levées, de très beaux tombeaux, qu'il les connaissait. De lieux de culte, il les connaissait. Voilà. Les lieux de culte, on parlait de ces lieux de culte, je fais une petite digression, je ne sais pas si on a le temps, mais par exemple, tu dis que finalement, après 76, quand vous étiez à Madagascar dans les années 60, c'est des choses dont on ne parlait pas du tout. Et il y a eu une résurgence de ça au travers de la malgagisation. Il y a eu une sorte de réappropriation peut-être de ces cultes et un petit peu de l'occulte, je dirais. Est-ce que tu crois que papa a été un petit peu un artisan de ça ou non? Je ne crois pas. On peut on pourra en discuter plus longuement ou y revenir. Oui. Mais là où j'ai été absolument sidérée, c'est que quand il a quitté ses fonctions de CSR et qu'il a été une sorte de banni de l'intérieur. Car quand on n'est plus dans ses fonctions, on n'est plus rien, les gens vous tournent le dos parce que c'est presque, on irait presque jusqu'à leur porter malheur. Et il m'a raconté une histoire qui m'a sidérée. Je n'ai rien dit, j'ai fait aucun commentaire. Il m'a dit, tu sais, après que j'ai quitté mes fonctions, en Bouidzanaka est venue une femme qui va régulièrement sur les lieux de culte de l'Ankaraja. Et elle m'a dit, Monsieur Ravutzanar, il faut que vous veniez avec moi. Notre patrie a besoin qu'on prie pour elle. Et ce lieu a toujours été un lieu majeur pour demander la bénédiction des ancêtres. Et il faut que vous veniez. Je viendrai vous chercher en voiture et vous viendrez avec moi. Et elle s'appelait Rajor. Alors, je pense que c'est Rajorgine, je suppose, hein, une femme qui s'appelait Rajorgine. Comme nous avons beaucoup travaillé ensuite avec Malanzon Rakutumalal et Sophie Blanchy sur ces cultes, j'ai essayé de retrouver cette Rajor, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Il y avait une femme dans Batulamp qui emmenait régulièrement des gens sur les sommets, mais elle ne s'appelait pas comme ça. Donc le mystère reste. Alors il m'a dit, aujourd'hui, la voiture est venue me chercher et je suis allée avec eux. Alors ça m'a beaucoup touchée parce que, premièrement, j'étais très sensible à ces cultes. J'avais emmené des étudiants dès 1969 sur certains de ces lieux de culte. Ils étaient ahuris. Ils les connaissaient pas du tout. Ils tombaient des nues. Ils les connaissaient pas du tout et ça leur faisait presque peur. C'était des cultes populaires. Et je me faisais aider par quelqu'un qui était un côtier, Venance Raharimanana,
un homme de Diego, de la zone de Diego, qui avait le même âge que moi. On était tous les deux tout jeunes. On avait la trentaine, hein, et il était passionné par ces histoires de culte, et il les avait abordées grâce à Cabane, à Robert Cabane, qui travaillait à l'Orstom, et qui avait travaillé sur Ankadivou-Ribé, qui n'était pas si loin de chez Charles. Et il m'avait dit, je peux t'emmener très facilement faire la connaissance du devin guérisseur d'Ankadivou-Ribé. Alors, donc, nous y sommes allés. J'ai emmené les étudiants, je les emmenais aussi régulièrement en Bouy-Manarn, sur le lieu de culte de Ranour. Et jamais Charles ne m'a parlé de quoi que ce soit dans ce domaine. Jamais. Ah bon? Et tout d'un coup, en 82, il m'a parlé de l'histoire de Rajor. Et je me suis dit, c'est passionnant parce que je l'ai toujours vu comme un intellectuel entre deux cultures, un chrétien, mais qui n'allait pas au temple, et un marxiste. Ça, nous allons un peu en parler. Oui. Donc j'ai toujours vu comme ça. Mais somme toute, plus on pèle l'oignon chez chacun d'entre nous, plus on trouve de couches inattendues. Et cette couche existe-t-elle? Ou bien est-ce que il a été en quelque sorte initié là? Est-ce qu'il a été pris par la main? Je pense qu'il a été initié puisqu'il m'en a parlé à moi. On avait essayé d'en parler lors du séminaire. Puisqu'il avait son nom de bias. Voilà. Alors, voilà. Alors, ce qui m'a intéressé à ce moment-là, c'est que il ne m'a parlé de rien à propos de l'Himerne pendant des années. Mais par contre, je savais bien que ça avait été très important pour lui de rencontrer un Umbiach à Madirouval, je crois que c'est en 1967, parce qu'il avait réussi à vous caser et qu'il est parti seul dans cette zone-là, ou peut-être avec des amis et un chauffeur, etc. Mais en tout cas, je sais que vous n'avez pas suivi ce séjour à Madirouval, et il a rencontré là quelqu'un qui a vraiment été très important pour lui. Parce que c'était l'ouverture sur la culture sakhalave, et c'est quelqu'un qui lui a expliqué bon nombre de choses, d'ordre rituel, politique, etc. Et les photos sont extrêmement intéressantes, où on le voit avec ce personnage. Ouais. Et moi, je pense qu'il a été initié, y compris par cet Umbiach. Je pense, puisque c'est quelque chose qu'il m'a laissé entendre, qu'il m'a dit. Oui. Et est-ce qu'il faisait ça parallèlement au reste? Je pense que c'est quelque chose qui était un petit peu... qu'il menait de front avec le reste. Il me semble, c'est quelque chose qu'il m'a dit comme ça. Alors, sans aucun doute, identitairement, il était très protestant. Oui. Et il faisait confiance davantage au monde protestant, c'était très clair. Comme tous les gens de sa génération, il avait, disons que les intellectuels protestants étaient beaucoup plus nombreux que les intellectuels catholiques. Simeon Radzon était d'une famille d'intellectuels catholiques et était son collègue, mais il y en avait très peu. Et donc, c'est une question de génération, ça. Et donc, Charles avait tendance à se sentir d'emblée des affinités avec les protestants. Il avait beaucoup d'amis protestants, Anne-Marie Gogel, par exemple. Bon. Par contre, les catholiques, il était sur la réserve. Bon. Mais est-ce que ça voulait dire que, en même temps, il participait de très près à la vie d'un temple? Non. Non, pas du tout. En fait, il avait établi une distance vis-à-vis de tout ce qui aurait pu être pratique protestante. Et je crois qu'en même temps, il n'y avait pas de rupture. C'est son père qui avait rompu à un moment donné et qui était devenu libre penseur. Et Charles ne disait jamais « je suis libre penseur ». C'est bien que il laissait toujours aux autres le soin de situer. Voilà. Et au fond, il était un homme en marche qui ne se situait pas forcément de manière très ferme lui-même.
et qui avait horreur de la rigidité, je pense. Voilà. Bon, mais en fait, ça comptait beaucoup pour lui. Il connaissait la Bible d'une manière extraordinaire, c'est sûr. Voilà. Bon. Ensuite, je crois que le deuxième apport extrêmement important qui lui est venu de ses années en France, le protestantisme venant de ses ancêtres. Il considérait que c'était une valeur ancestrale. Là-dessus, il ne faut pas se tromper. Hein. Bon, la deuxième, disons, confluence, c'est avec le marxisme. Alors, ça, c'était très important et ce n'était pas tellement idéologique, encore qu'il y ait eu dans sa bibliothèque Gramsci, Lénine, les œuvres de Mao Tse-tung, etc. C'était moins idéologique que ce n'était le souvenir de moments précis, de luttes précises. Et il en parlait. Il ne parlait pas de tout, puisque c'est toi qui m'as appris qu'il avait participé à la manifestation de 29, qu'il l'avait vu en tant que petit garçon, il était présent à la manifestation à Deauville. Voilà. Alors ça, il ne me l'a jamais dit. Mais par contre, je savais bien qu'il avait été à l'AEOM, qu'il avait épousé une femme communiste et que ça comptait beaucoup. Je ne l'ai jamais connue parce qu'elle était morte avant que nous connaissions Charles. Donc, il avait par elle, je crois, un ancrage sur un communisme populaire. Voilà. Il m'a longuement parlé de sa belle-mère. Qu'il aimait beaucoup. Et, d'autre part, il a participé aux manifestations de Paris à propos de 1947. Et dans ces masses de photos qu'il avait de cette époque-là, il y a des photos du meeting, de la mutualité, pour le soutien aux députés malgaches arrêtés, etc. Voilà, bon. Alors, ce marxisme n'avait rien de dogmatique, mais il lui avait valu quand même quelques ennuis. C'est-à-dire que il était arrivé à la Maison des Provinces de France, à la Cité universitaire, avec une bourse. En 46, pas de problème. En 47, il manifeste, on lui coupe sa bourse. Et d'autre part, il est rentré avec la réputation de quelqu'un qu'il fallait surveiller. Il a enseigné en lycée, tout d'abord, et on s'est rendu compte qu'il recevait dans son courrier la revue Esprit. Et le proviseur l'a convoqué en lui disant que ce n'était pas une lecture à avoir à Madagascar. Absolument, on lui en a fait la remarque très amère, mais très acerbe. Voilà. Et donc, il y avait des souvenirs douloureux de cela. Il a eu sa carte du Parti communiste pendant le temps où il a été en France. Je ne suis pas persuadée qu'ensuite il ait vraiment suivi ses affinités, je crois pas. Non. Par contre, il avait d'excellents amis communistes, sur lesquels il comptait de manière absolue. Car pour lui, quand on est communiste, on est totalement solidaire. Et donc, il a demandé à des amis communistes des services concernant en particulier la garde de ses enfants, hein, tu te rappelles, sans aucune inquiétude, avec une totale confiance. Ça, c'était très frappant. Voilà. Il a bien entendu milité en 47, 48 à propos du cas de la répression de 47. Et j'ai été assez émue de retrouver dans les archives des missions évangéliques une lettre qu'il adresse à quelqu'un qui a été son responsable d'éclaireur à Madagascar, le pasteur Becbéder. Et il s'adresse à Becbéder dans une lettre qui est très belle. Il commence par lui expliquer que, en tant qu'étudiant en géographie, car il est géographe à ce moment-là où il est à Paris, il n'est pas spécialiste de littérature malgache. Donc, en tant que géographe, il a été à une sortie d'étudiants et il explique que c'est sur l'excursion de Reims, en fait, sur les anciens champs de bataille.
Je parcourus les célèbres champs de bataille de l'autre guerre où des milliers de malgaches sont morts. Chemin des Dames, Rethel, etc. Je n'ai vu ni leur tombeau, ni le moindre monument élevé en leur souvenir. Ils sont morts, oubliés. Pourquoi ont-ils accepté ce sacrifice suprême? Ils voyaient sans doute un avenir meilleur, sinon pour l'humanité entière, du moins pour leur pays. Leur pays! 2 points d'interrogation. Hélas, leur pays est bien malade pour le moment. Et la suite de la lettre est très amère. Il explique que son père lui a transmis de Madagascar des nouvelles concernant l'attitude de la mission protestante française à Madagascar et que son père est très triste de voir à quel point elle s'est alignée sur les positions des autorités françaises. Donc c'est quelqu'un qui sait manier je dirais, l'accord patriotique. Il s'est appuyé dessus vis-à-vis de Becbéder et qu'il tutoie et qui est un véritable ami. Et après tout, à qui il se confie alors que ce n'est pas si évident sur un sujet délicat. Voilà. Alors, je crois que même s'il n'a pas maintenu cette liaison forte qu'il a eue pendant les années françaises avec le Parti communiste, je crois que il n'a cessé de réfléchir au problème du langage du militantisme de gauche à Madagascar. Et son grand souci, c'était que le langage soit compris des milieux populaires, soit compris des paysans. Et il savait que sur les hautes terres et dans d'autres régions de Madagascar, de manière moins évidente, la Bible était le monument culturel qui offrait des ressources de langage qu'il fallait exploiter. Alors il s'est livré à ce travail cocasse. Il cherchait dans la Bible des mots qu'il investissait du côté politique. Pour renouveler le vivier des mots, parce qu'il trouvait que le langage de la KFM était un langage farci de néologismes passablement abscons et qu'il n'était pas satisfaisant. C'était souvent des Français qui avaient aidé à traduire, pour tout dire. Oui. Donc, il cherchait des mots qui soient vraiment idiomatiques et un vocabulaire politique qui soit vraiment enraciné dans la langue, et il a beaucoup travaillé pour le Mounima dans cette direction-là, et je crois que c'est quelque chose qui n'éclatera dans toute son ampleur qu'en 1972, mais qui est très important. Qui seront donc utilisés par tout le monde à ce moment-là. Oui. Est-ce que les gens sont conscients de ça, de ce travail qu'il a fait à ce niveau-là? Je veux dire, les jeunes qui ont utilisé ces mots, ces concepts, est-ce que oui, je pense, oui. J'en ai trouvé des traces, on remonte jusqu'à lui. Dans des textes universitaires, on remonte jusqu'à lui en disant ces mots ont servi en 72. Oui. D'accord. Oui, alors Françoise, tu disais que en fait, papa, c'était un jouk en politique. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Et d'où ça venait, cette notion-là? Oui, je pense qu'il appartenait à une génération qui n'a évidemment que peu à voir avec celle qui va se déployer après 1972. Et que... Oui, tu disais qu'il était un jouk en politique. Finalement, c'est ça qu'il est devenu, enfin, qu'il était en politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Un aîné. Je pense qu'il appartient à une génération qui s'est effectivement située en aîné par rapport à celle d'après 72, qui s'est épanouie après 72 et qui s'est d'ailleurs située en s'opposant à la génération de Charles. Et ces luttes de génération sont très fortes à Madagascar. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation de Jouki? Il y a une chose que j'ai découverte longtemps après, au milieu des années 80. Il m'a raconté que il avait fait partie
des envoyés de Madagascar à l'exposition coloniale de 1931. Alors j'étais stupéfaite. Il m'a dit qu'il en avait fait partie en tant qu'éclaireur. Il est d'ailleurs sur des photos. Il figure avec son frère. Ils y sont allés à deux. À l'intérieur d'un groupe, on voit à côté de Rakut Ratsimamang, qui a été ensuite ambassadeur de Madagascar en France et un personnage très connu dans la recherche scientifique. Et j'étais stupéfaite et je pense qu'il ne m'a mentionné ce premier voyage, qui était donc très important puisque ça a été sa découverte de la France, que si tard, parce que c'était pas facile en 1960 et quelques d'expliquer à de jeunes Français qui eux-mêmes rejetaient la part coloniale de leur héritage national. En particulier, ils venaient de vivre la guerre d'Algérie et s'étaient situés par rapport à elle. C'était pas facile à Charles d'expliquer qu'il était venu pour l'exposition coloniale. Donc, en fait, c'est venu très tard dans la conversation. Il l'a dit très tard, de manière assez humoristique. Et j'ai donc pu à ce moment-là comprendre à quel point il était un jouki. C'est-à-dire qu'en fait, il a participé à des moments importants du long fil des combats pour l'émancipation, mais aussi il a participé à certains événements où l'on considère que c'était plutôt des signes de ralliement que donnaient les indigènes qui se trouvaient là, type l'Expo de 1931. Voilà. Donc, ça peut expliquer une certaine ambiguïté maintenue de manière un peu ironique chez lui, le fait qu'il a connu les deux versants. Le versant, je dirais, je suis dedans, je peux difficilement être autre chose que dedans, mais aussi je suis dehors. Voilà. Et donc, je voyais aussi comment cette expérience se vivait dans les années 60 quand nous étions dans la capitale. Les week-ends, à l'exception du dimanche matin où il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient le voir, qui venaient prendre conseil chez lui, etc., les week-ends étaient occupés par des déplacements qu'il faisait chez l'un, chez l'autre. Il ne disait jamais de chez qui il venait, il ne disait pas chez qui il allait aller, mais il circulait en voiture dans la ville et il rendait visite à un grand nombre de relations malgaches et à quelques relations françaises avec lesquelles il soupesait les événements de la semaine, amorçait des analyses, écoutait, lançait des petits sondages sur telle ou telle question. Et quand il rentrait chez lui, il avait un petit peu fait, au fond, une sorte de rassemblement de type Fukunuln, à ceci près qu'il avait vu les gens les uns après les autres. Et c'était très amusant, moi je trouvais ça à la longue très malgache, car chacun considérait Charles comme un intermédiaire privilégié. Il donnait à chacun le sentiment qu'il était un interlocuteur privilégié, et chacun s'exprimait, et lui constituait une espèce de synthèse, réfléchissait, et tirait parti de tout cela, de ces pensées multiples qui se croisaient, s'entrecroisaient. Voilà. Alors, ce rôle de Zhu, homme de sagesse, homme de pondération, qui maintient une certaine réserve, était tout à fait compréhensible dans les années 68-72 et je pense était obsolète au lendemain des événements de 72. Il y a eu à ce moment-là un changement de génération. Où on rejetait justement les joues qui les aimaient. Voilà. Quand je dis il donnait à chacun le sentiment d'être un interlocuteur privilégié, oui. C'est extrêmement fort et c'est couramment pratiqué.
Et donc, du coup, il faut effectivement voir la personne ou le couple de manière isolée. Et on lui donne le sentiment d'être pleinement présent et de privilégier cette relation. Mais chez le suivant, on fera la même chose. Je ne dis pas ça en mal, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, on ne sortira pas la même facette de soi-même. C'est-à-dire que la personne n'est pas construite exactement comme chez nous, je crois. Nous avançons notre personne en bloc, hein, et elle est ce qu'elle est. Et on peut moduler un peu, mais on ne module jamais énormément. Et là, au contraire, on a affaire à la montée de plusieurs personnages en soi qui dialoguent avec l'autre. Et Charles, je pense, pouvait être extrêmement différent avec son frère Victor, avec Simeon Ratson, avec nous-mêmes ou avec Altam, par exemple. Hein. Oui. Sans pour cela être en contradiction avec lui-même, c'est ça la chose. Mais je pense que le mode d'expression était sans doute passablement différent. Et comment dire, oui, les références à l'actualité n'étaient pas forcément du tout les mêmes. Et le nous inclusif malgache jouait sûrement, bien sûr, avec nombre de malgaches, et le nous qui était employé en s'adressant à nous n'était pas le même que le nous inclusif malgache, par exemple. Donc, il y avait des communautés imaginaires de référence qui n'étaient pas les mêmes et qui induisaient un regard différent. C'est à peu près ça, quoi. C'est compréhensible. Qui fonctionnent sur le même mode? Ah, je pense. Tous, je pense que c'est assez courant, je crois. Oui. Je m'en suis rendu compte avec des doctorants, quoi, des gens que j'ai en thèse, hein, avec qui j'ai assez de confiance. Je m'en suis rendu compte. Ouais. Moi, ce qui me frappe, je prends Phare par exemple, voilà, quelqu'un que je considère comme à la fois possédant remarquablement notre culture, mais aussi très malgache. Eh bien, elle ne te laissera que deviner les choses auxquelles elle fait allusion qui n'ont pas marché ou qui les visions négatives qu'ont X ou Y, de quelque chose qu'on fait ensemble, tu vois, elle te laissera deviner tout ça en pointillé. Et elle insistera sur ce qui lie, sur ce qui est unifiant, etc. Alors, c'est ce que je voulais dire. Ouais, oui, alors, par exemple, tu vois, dans sa thèse, ça devient presque cocasse, parce qu'il y a eu des cabales terribles, entre autres dans les temples, dans les années 30. Le temple d'Annalakhet a explosé, il y avait des choses très violentes. Eh bien, sa manière de penser et de se comporter à elle est si étrangère à ça, qu'elle a nivelé, tu vois, elle a écarté ça de sa vision dans sa thèse, c'est rigolo. C'est-à-dire les différences et les ruptures, oui. Au profit de quelque chose de très c'est ce que je voulais dire. D'unifiant. Voilà. Oui. Un monde, non de rupture, mais voilà. À l'inverse. Oui. Percevoir ce qui lie les gens et mettre en avant ce qui lie. Ça, c'est quelque chose dont tu dirais que c'est profondément malgache ou non? Moi, je crois que oui. Ça se retrouve en Indonésie d'ailleurs aussi. En Indonésie, voilà. Oui. Parce qu'on a quelque chose qu'il ne niait pas, mais qu'il voyait comme différentes facettes d'une même grande pièce. Oui, tout à fait. Et alors là, pour le coup, sa visite chez Lumbia, Chamadirouval, où c'était la porte d'entrée symbolique au monde des côtiers. Ouais.
C'est à ce moment-là que tu le situes, Oui, moi je pense, oui. Vous en parliez un peu entre vous de ça? Oui, oui. Alors, dans les temps tard, il me disait toujours, tu vois comment la ville de Tananarive a été projetée par Andrea Nampuini-Merne. Il a remodelé les quartiers du centre, mais il avait fait leur place à des groupes de la périphérie et des côtes même. Par exemple, les Betsileo étaient déjà situés à Manzakaray, et juste en bas, dans le quartier des Tiarunda, où il y a une église catholique et un marché, je ne me rappelle même plus le nom des quartiers maintenant. Et il m'a dit, il devait y avoir des sacs à lave à tel endroit et à tel autre. Et en fait, ça allait encore plus loin. Il avait même pensé aux entendrouilles. Alors, je sais pas d'où il sortait ça. Là, alors là, j'en sais rien. Mais bref, il voulait dire par là que la capitale n'était pas la capitale des seuls mernes. Tu vois? Et que le roi avait pensé qu'il fallait qu'il y ait là des échantillonnages de tout Madagascar. Bon, alors, c'est une vision un peu idyllique. C'est ce que j'allais demander, oui. Est-ce que c'est une vision... Moi, je pense que c'est une vision idyllique. C'est quelque chose que tu n'as pas retrouvé ailleurs ou Ben si, le fait est qu'il y a des Betsileo qui sont localisés, ça c'est vrai, qu'on a fait venir. Bon, c'est vrai aussi que il y a des sacs à lave, mais à mon avis, ça va pas plus loin. Ouais. Donc c'était lui plutôt qui parlait à travers... Oui, alors il expliquait aussi que il y avait des Wans ou des colons qui s'enfonçaient profondément à la périphérie, en particulier en Antsianaka, et que ensuite, le jour où un souverain voulait s'étendre vers cette zone, ces gens surgissaient. Ils avaient noué un tas de relations locales et ils aidaient énormément au ralliement des populations, etc. Bon, ça le travaillait tout ça, ça l'intéressait. C'est vrai, c'était pas... Tu sais, il y a des mers nocturnes, hein. Il y a vraiment des merdes terriblement ethnocentriques. Non, c'était pas du tout ce genre-là. Non, puis sur les photos, on le voit, qui est en lambawan, c'est amusant comme tout. Donc, il y a quelque chose ou clientéliste, comme oh non. On se laissait dire quelquefois par certaines personnes que c'était une attitude plutôt clientéliste qu'il avait quand il allait chez les Intanjoul, quand il allait à Majinga, etc. Ce que moi je ne pense pas, parce que moi je l'ai vu faire, donc j'étais avec lui, donc je voyais bien que c'était quelque chose où il était tout à fait à l'aise aussi, là, sans ostentation, je veux dire. Voilà, sans ostentation, oui. Moi je pense qu'il s'intéressait à ce qu'il ne connaissait pas à Madagascar. Il avait sûrement conscience de ne pas connaître des zones entières, mais il s'y intéressait. Oui. Mais là aussi, il était d'une certaine génération. C'est-à-dire une génération qui avait ses limites. La génération d'après 72 s'est frottée beaucoup plus à des gens d'origine très variée.